Le cheval plaît beaucoup, C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Sans remettre en question, il peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Notre invité cette semaine, c'est le cavalier brésilien Eduardo Meneses. Et si ce nom ne vous semble pas si familier que cela, c'est que Eduardo aime à rester discret. Pourtant, ce n'est pas faute de grandes performances. Il était membre de l'équipe brésilienne qui terminait 4e des Jeux panaméricains en 2015 et encore 5e sur ses terres aux Jeux olympiques de Rio. Dans notre podcast, nous aimons aller à la rencontre de personnalités fortes, engagées, dont la sinuosité des trajectoires confère au récit un relief singulier. Et Eduardo Meneses, indéniablement, est l'une de ces personnalités. Né au Brésil, Eduardo découvre la relation au cheval et l'équitation par le travail du gaucho. Ce n'est que des années plus tard que rencontre et hasard le mènent jusqu'en France puis en Belgique pour construire sa carrière de cavalier professionnel de saut d'obstacle. Lorsqu'on rencontre Eduardo pour la première fois, c'est toujours son abord franc et bienveillant qui nous marque. Cet épisode a été enregistré lors de notre séjour sur le sol américain, à Wellington, où Eduardo vit et concourt la moitié de l'année, avant de revenir en Belgique pour la saison estivale. J'espère que cet épisode vous plaira, que l'histoire d'Eduardo vous inspirera et que son discours saura influencer votre propre perspective, puisque c'est bien cela, le propre d'une rencontre, voir notre trajectoire heurtée, bousculée au contact d'un autre. Flex Your Mind, ça vous parle ? Vous avez sans doute déjà entendu ou lu ces quelques mots au détour d'un stand Flexon. Plus j'y pense, et plus je me dis que ce partenariat renouvelé avec la prestigieuse marque d'étrier fait sens pour nous. Flex Your Mind, c'est le fait de rester ouvert, d'écouter, de regarder ce qui se fait ailleurs et d'en tirer parti pour apprendre et grandir. Et je crois que c'est ce qu'on essaie de faire avec notre podcast. Vous partager des histoires, des expériences pour tenter de mieux comprendre et capter les moments qui ont permis de définir les trajectoires respectives de nos invités. Et quel autre meilleur ambassadeur de Flexon pour incarner ce Flex Your Mind qu'Eduardo Meneses. Alors pour vous parler de cette marque, nous lui avons tout simplement donné la parole. Nous l'avons rencontré de nouveau lors du Jumping International de Bourg-en-Bresse. Écoutez ce qu'il a à dire. Bonjour Eduardo, félicitations pour cette belle victoire d'hier dans la 1m50 ici au Jumping de Bourg. L'épisode que nous avons enregistré courant du mois de mars à Wellington sort dans quelques jours maintenant. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton partenaire, Flexon, qui est annonceur de cet épisode ? Écoute, pour moi c'est magnifique, c'est une partnership que j'ai avec eux. C'est des étriviers qui sont très fonctionnels, qui me donnent la sécurité, qu'il n'y aura pas de problème en piste. C'est des partenaires que j'ai depuis longtemps et j'espère les garder encore plus. Est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps tu travailles avec Flexon et comment se passe votre relation cavalier-partenaire ? Écoute, je ne sais même pas depuis combien de temps, parce que ça fait des années, 5 ans, je ne sais pas, depuis le début de Flexon. Et ça se passe très bien, ils sont toujours avec des nouveaux produits qui me passent, ils sont toujours en train de m'appeler, me demander si j'ai besoin de quelque chose. C'est toujours comme ça, c'est les gens derrière la compagnie qui changent, ils sont magnifiques et je les souhaite le meilleur. Petit rappel, Flexon est une marque française qui a été créée par Laurent et Caroline Borde. La gamme inclut des étriers, des bottes et même une selle maintenant. Et faites-moi confiance, leur équipe est aussi cool et dynamique que leur gamme innovante. Grâce à la gestion du partenariat entre Flexon et les cavaliers avec lesquels nous travaillons, nous avons été témoins de la réactivité, de la bienveillance et de la passion de cette équipe. Alors si vous en doutez encore, nous ne pouvons que vous recommander Flexon dont nous sommes utilisatrices depuis des années maintenant. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Bonjour Eduardo. Bonjour. Un immense merci de nous accueillir ici dans tes écuries à Wellington. Nous sommes en plein cœur de Grand Privilège, à quelques foulées seulement du concours. Tu es installé dans l'écurie H5, qui est ton sponsor, ton partenaire depuis de nombreuses années maintenant. Eduardo, tu es né au Brésil.
Et tu avais fait le choix en début de carrière d'aller vivre et travailler en Belgique, si mes informations sont bonnes. C'est ça. Tu as représenté ton pays dans de nombreuses compétitions internationales. Tu étais à Rio en 2016, où tu terminais 5e au classement par équipe et 28e en individuel. Tu t'es illustré aux Jeux panaméricains en 2015, en terminant 4e par équipe et 9e au classement individuel. Et tu avais également pris part à une finale Coupe du Monde, c'était en 2011. Eduardo, tu es papa de 3 enfants et je sais que ta famille est un élément majeur et fondamental de ta vie. Tu es un père de famille très investi et tu as à cœur de pouvoir passer du temps avec eux, avec tes garçons, évidemment. On va parler de cet équilibre délicat entre le sport et la vie personnelle un peu plus tard dans l'épisode, si tu es d'accord. On va parler de sport, de voyage, de cheval, de famille. Pour amorcer cette conversation, est-ce que je peux te demander de nous raconter ton histoire, d'où tu viens et comment tu as commencé à pratiquer l'équitation chez toi au Brésil ? Merci à vous de me donner l'opportunité de partager un peu mon histoire avec vous. Mon histoire, c'est une histoire un peu atypique dans le sport. Moi, je viens dans une petite ville du Brésil où au début, il n'y avait même pas de l'équitation. Donc l'équitation, elle était que pour les militaires. Mais moi, dans ma famille, il y a beaucoup mes oncles et ça qui ont des ranchs de, comment on dit, pour les vaches, parce que d'où je viens au sud du Brésil, il y a beaucoup de la culture de plantation, et vaches même pour la viande, qui pour le lait, qui pour tout ça. Donc dans ma famille, il y a ça. J'étais toujours amoureux de chevaux, mais c'était plus, on appelle nous les gauchos, c'est comme en Argentine. Donc moi j'ai commencé comme ça. Je faisais du lasso, j'allais chercher des vaches dans des prairies, parce que tu sais, aujourd'hui on fait avec des 4x4, dans l'époque on faisait à cheval. Donc moi j'étais amoureux de ça. Donc je partais quand j'étais très très jeune, ça je dis quand j'avais 4 ans, un truc comme ça, je partais à 5h du matin avec les travailleurs des ranchs pour aller chercher les vaches qui étaient à 3h, pour les ramener, pour les vacciner, pour des trucs comme ça. Et puis un jour, sur un dîner, mon papa était avec un copain à lui qui était colonel, général ou quelque chose comme ça de l'armée. Il parlait, tes enfants, comment ça va? Ah, bah, mon fils, il est amoureux des chevaux, il parle que de ça. Il dit, bah, tiens, je vais lui apprendre à sauter à cheval. Et puis, c'est comme ça que c'est commencé quand j'avais 5 ans. Alors, j'allais avec lui, comment on dit, dans la place pour les militaires, je sais pas comment on dit en français. Et lui, il m'a appris. Donc, ça a duré plus ou moins 1 an. Et puis lui, il était transféré pour la capitale du Brésil. Et alors, il n'y avait pas moyen de continuer, donc je me suis arrêté. J'ai retourné dans ma façon gaucho de monter. Et puis, quand j'avais 8 ans, ils ont ouvert un petit club dans ma ville. Et alors, ils ont appelé les gens qui savaient, qui pourraient être intéressés. Ils ont appelé mon papa. C'est là que j'ai commencé. On n'avait pas beaucoup d'argent, donc mon papa, il y avait un copain qui avait des chevaux pur sang. Donc j'ai commencé avec ça, avec les petits chevaux d'école. Et un jour, en parlant avec son copain, il m'a dit, écoute, j'ai un cheval qui court plus, qui s'est blessé, si tu veux, je te l'offre pour ton enfant. Donc voilà, j'ai commencé avec ça et puis ça m'a ramené aujourd'hui. On va parler des différentes étapes un tout petit peu plus tard qui t'ont mené à la vie que tu as aujourd'hui, qui est quand même fondamentalement différente de ton début, du commencement. Mais avant de ça, on va parler de toi. Moi, j'avais eu la chance de te rencontrer, je crois que c'était en 2017, je crois, ici à Wellington. Mais en Europe, on peut dire que tu fly under the radar. Tu es discret. Et finalement, je pense que nos auditeurs te connaissent peu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta personnalité? Comment tu es en tant que personne, en tant qu'homme de cheval aussi peut-être? Ça, c'est une question que je pense que c'est bien de demander aux autres. Pas à moi de parler. Peut-être pas à moi de parler de moi-même. Je sais pas, je pense que je suis... D'abord, je suis quelqu'un que je suis amoureux de chevaux. J'ai commencé pour ça. J'ai pas commencé parce que, tu vois, dans des pays plus développés dans le sport,
Beaucoup de gens, ils commencent parce qu'ils veulent être comme Eric Navet ou comme Bosti ou comme Kevin Stott aujourd'hui. Moi, dans l'époque, quand j'ai commencé, je savais même pas que ça existait. Donc, moi, j'ai commencé vraiment parce que j'ai toujours adoré les chevaux. Il y a même une histoire un peu rigolote parce que apparemment, j'ai appris à écrire cheval avant de mon nom, tellement que j'étais fou avec ça. Donc, je pense que je suis quelqu'un passionné par les chevaux. J'ai un caractère assez fort, donc je laisse pas les choses tomber très facilement, je vais dire comme ça. Tu es têtu. Ouais, voilà. Voilà. Très. Voilà, je me bats. Je pense que je suis pas quelqu'un que j'étais très doué à la base, plus doué que les autres. Par contre, voilà, je suis vraiment têtu. Donc, je me lève à chaque fois parce que c'est un sport qui en a beaucoup plus d'échecs que de victoires. Et je pense que mentalement, c'est très dur. Et je pense que c'est là où beaucoup de cavaliers laissent tomber dans un moment parce que on perd beaucoup plus qu'on gagne. Donc, je pense que cette partie de mon caractère, ça m'a aidé à me ramener où je suis aujourd'hui. Je me suis toujours levé et je me suis battu pour essayer d'être mieux. À part ça, comme tu as dit, je suis un mec de famille, j'adore ma famille, mes enfants, ma femme. Et j'essaye de partager mon temps en soyant productif dans chaque facette de ma vie. Donc, quand je suis avec eux, j'essaye d'être 100% avec eux. Et quand j'essaye d'être 100% ici. C'est un mélange que pas tout le temps ça marche bien, mais on essaye que ça marche. On va y revenir un peu plus tard. D'abord, tu nous disais donc que tu t'étais beaucoup battu pour en arriver là. Est-ce que justement tu pourrais revenir avec nous sur les différentes étapes de ta vie professionnelle de cavalier, celles qui ont marqué ta carrière? Il y en a beaucoup. Je pense qu'on aurait pu faire 2 ou 3 programmes comme ça pour que je revienne sur tous. Mais je veux pas, je vais rester un peu sur les principales. Je pense que, comme je vous ai dit, le début, je pense que la carrière de la plupart des cavaliers, c'est très dur. Donc moi, quand j'étais jeune, j'ai dit à mes parents, je pense que j'avais 14 ans, j'ai dit, écoute, moi, je vais faire ça de ma vie. Comme je vous ai dit, chez moi, c'était pas quelque chose de très populaire. Donc, mes parents, ils ont été toujours super avec moi, mais ils se demandaient qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça va te donner assez pour que tu aies une vie honnête, au moins que tu puisses payer tes comptes et tout ça. Donc, quand j'avais 18 ans, j'ai fini l'école et mon papa il m'a dit, écoute, je te donne 2 ans, t'essayes tout ce que tu veux. Et si ça va pas, tu reviens à la maison et tu fais tes études et tu continues ta vie. Donc, je suis parti en Belgique, comme vous l'avez dit, chez François Maty, parce que on a une forte connexion au Brésil avec la Belgique à cause de Neco. Donc, là, moi, c'était pas exactement avec Neco, mais à cause de Neco, puis il y a plusieurs, il y avait une dame qui s'est mariée avec François Maty, qui est brésilienne, et puis elle était copine avec mon instructeur, et puis une chose a ramené à l'autre, et je suis parti en Belgique. Par contre, ça s'est très mal passé, et puis je suis allé pour monter à cheval, et je faisais beaucoup de boxe, mais je montais pas beaucoup. Et puis après un moment, je suis 5 ou 6 mois, je suis décidé que bon, c'était pas comme ça. Donc je suis reparti au Brésil. J'ai resté un moment là-bas et après j'avais un contact avec Santiago Lambré, que moi avec la famille Lambré, c'est presque une extension de ma famille parce que on était de la même ville, on montait dans la même ville au Brésil. Et puis lui, il était au Mexique chez La CIA. Dans l'époque, La CIA c'était un des plus grands au monde. Donc lui, il m'a appelé pour aller là-bas dans un club à côté. Je suis parti. Et voilà, une chose a ramené l'autre. Puis après, j'ai resté 2 ans.
Mais j'ai trouvé que c'était pas assez pour moi parce que j'ai donné un peu de cours, je montais un peu à cheval, donc je suis parti aux États-Unis. J'ai eu une histoire très mauvaise aux États-Unis, quelqu'un qui m'a pris mon passeport. Donc j'étais un peu moitié prisonnier ici. Je savais pas où il était mon passeport, donc j'avais peur qu'est-ce que ça allait passer. Un jour, j'ai récupéré mon passeport. Je suis parti en fuite des États-Unis. J'avais très peur. Donc je suis rentré en France. J'avais une copine française dans l'époque. Et on a décidé de rentrer en France avec elle. Et j'ai travaillé chez Bosti. Okay. Je savais pas. Ouais, je travaillais un peu chez Bosti et il m'a aidé à monter un peu jusqu'au moment que j'ai trouvé un travail. Et puis j'ai resté pas longtemps chez Bosti. J'ai trouvé un travail à côté de Paris, à Dordan, où j'ai resté plus ou moins 2 ans. Mais là, j'ai eu un des moments plus difficiles de ma carrière parce que j'ai eu 2 blessures très graves dont, je pense, je me rappelle pas exactement ça faisait combien de temps que j'étais chez mon travail, peut-être 8 mois ou quelque chose comme ça. Et j'ai eu un cheval qui m'a donné un coup de pied dans le genou. Il m'a cassé tout le genou, donc j'ai eu une grosse chirurgie de reconstruction de mon genou. Et j'ai resté presque 5 mois sans monter. Et puis je suis revenu début janvier, je me rappelle comme c'était hier, 2 janvier, j'ai monté à cheval la première fois. J'ai recommencé, j'ai perdu les chevaux que j'avais dans l'époque des chevaux de Grand Prix, machin. Donc j'ai recommencé avec les jeunes. Et en mars, je pense pas, je me rappelle pas le jour, mais peut-être mars 2023, j'étais chez Bosti d'ailleurs, dans un concours des jeunes chevaux. Et le cheval s'est mis debout, s'est retourné sur moi, il est tombé sur ma jambe, il m'a cassé la cheville en plusieurs parties. Et là, j'ai eu une très très grosse chirurgie avec des plaques et des vis de partout. Et j'ai resté encore une fois 5 mois sans monter. Donc, dans là, 1 an presque sans monter à cheval. Et quand je suis revenu, je me suis dit à moi-même, parce que ça faisait 2 fois que j'étais blessé très fort. Donc, même les gens autour de moi, ils avaient, quand je montais à cheval, moi j'avais l'impression que les gens ils pensaient que moi j'étais plus fragile que les autres. Donc j'ai dit à ma copine de l'époque, j'ai dit il faut que je parte d'ici parce que il faut que je recommence dans un endroit où les gens ils savent pas que j'ai été blessé. Parce que là moi je me sens plus fragile parce qu'à chaque fois les gens ils disent j'avais un cheval que je pensais à toi mais le cheval est un peu fou. J'ai dit non. Donc j'ai dit je repars au Mexique, c'est où j'étais heureux avant. Donc je suis parti. J'ai encore avec la famille Lambré et le frère Rodrigo, il était au Mexique. Je l'ai appelé, j'ai dit écoute, j'ai besoin d'aide, je vais trouver un travail au Mexique. Il dit oui, viens chez moi. Je suis parti avec mon sac à dos. J'ai laissé ma copine à Paris et puis j'ai parti là-bas, je me rappelle pas 2-3 semaines. Et j'ai trouvé du travail. Et donc, je l'ai appelé et j'ai dit, écoute, j'ai trouvé du travail, rentre. Donc, elle est rentrée au Mexique avec moi. Et c'est là où j'ai commencé cette aventure qui vient jusqu'à aujourd'hui. Et là, depuis ça, la vie a été un peu plus facile. Mais là, on parle de 2003. Et j'ai commencé le 6 janvier 1999, c'est quand je suis arrivé en Belgique. Donc j'ai eu 6 ans un peu dur. Et là j'ai recommencé au début comme j'avais un peu mal partout à cause de mes chirurgies. J'avais besoin d'un travail que je montais un peu à cheval pour me remettre, mais aussi j'avais besoin d'un travail qui me donnait à bouffer. Donc je donnais un peu de cours, un peu monter à cheval. Donc c'était très bien pour moi. Et pas longtemps après ça, je me rappelle pas, peut-être 6 mois après ça, j'ai rencontré mon associé jusqu'aujourd'hui, Enrique González. Voilà, que lui même a eu un accident en moto. Et donc là, j'étais mieux. Ça faisait 6 mois que je montais.
il m'a vu dans des concours un peu, donc il m'a appelé. Il m'a dit, écoute, j'ai un accident et j'ai besoin que quelqu'un fait un peu de concours avec mes chevaux. Est-ce que tu as le temps? J'ai dit, oui, bien sûr. Donc, j'ai commencé avec lui. Et ça, c'était 2004. Donc, on parle de 18 ans après. On est toujours ensemble. Donc, belle histoire. Voilà. C'est parfait, c'est une très belle transition. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton système actuel? Donc Enrique González est ton partenaire et vous avez ensemble établi un système qui marche bien, qui vous permet de réaliser du commerce, de trouver des bons chevaux pour le sport, pour le commerce. Comment est-ce que ça fonctionne? Écoute, donc seulement pour revenir très vite, alors j'ai commencé à travailler pour lui. Moi j'avais aussi des clients. Donc, je me rappelle pas vraiment, mais 2 ou 3 ans après, moi, j'avais aussi un côté important de mon côté. Je lui ai aidé à lui, on a décidé de devenir partenaire. Donc, depuis là, pour nous, c'est très bien parce que, comme tu dis bien, on a un côté commercial. Donc, on trouve des jeunes chevaux, on le fait, on les revend. On a des clients. Ça fait quelques années, on a fait un contrat exclusif avec H5. Avant, on avait d'autres personnes aussi, tout le temps. Mais là, la famille H5 a grandi autant qu'on a décidé que c'était difficile de tout faire. Eux, ils avaient besoin de beaucoup d'attention. Ils nous donnent tellement qu'on a décidé d'arrêter avec tous nos autres clients et mettre toute notre attention au niveau entraîneur vers H5. Donc on a toujours le côté, nous on monte des chevaux pour d'autres propriétaires aussi de temps en temps. Mais comme entraîneur, moi, je m'occupe plus de Carlos Junior, Enrique plus de son père et sa sœur, Carlos et Sarah. Mais bien sûr, on donne la main l'un à l'autre qu'on a besoin. Et après ça, il y a le côté commercial, le côté sportif. Donc, on essaye d'abroger un peu tous qui on peut. Ici, au sein de l'écurie H5, ton rôle est celui d'un compétiteur. Tu montes les chevaux, mais tu es aussi coach. Tu entraînes Carlos Henk, qui est un jeune cavalier talentueux, qui semble avoir pas mal d'avenir devant lui. En tout cas, on lui souhaite. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu parviens à combiner ces 2 rôles au quotidien et pendant les compétitions? On vous a vu courir tous les 2 le 5 étoiles à Lyon en octobre dernier et vous étiez régulièrement dans les mêmes épreuves. Donc comment est-ce que tu gères un peu cette gymnastique entre toi, tes chevaux, ta compétition et Carlos? Aujourd'hui, ça est devenu beaucoup plus facile parce que comme Carlos, il fait la compétition au même niveau que moi, c'est très facile. On fait un plan et on essaye de suivre ce plan ensemble. En général, on fait ça de temps en temps quand... pour une raison ou l'autre, le plan d'un cheval à lui ou à moi, ça diffère. Il y a toujours Enrique, donc c'est là où notre société marche tellement bien parce qu'on peut toujours changer un peu. Moi, je vais un côté, Enrique l'autre. Donc aujourd'hui, ça est devenu beaucoup plus facile. Avant, c'était un peu plus compliqué parce que voilà, il n'y a pas tous les concours que je pouvais ramener Carlos en étant jeune avec moi. Aujourd'hui, c'est très facile parce que on essaye de faire ensemble, donc ça devient beaucoup plus comme si c'était mon pote qui fait du concours avec moi et on échange d'idées parce que il devient un bon cavalier avec de l'expérience. Il a fait beaucoup de concours, donc c'est très chouette. Moi, je suis pas quelqu'un, j'aime pas me balader toute seule. Donc, moi, je suis content d'être avec lui. Est-ce que ça te plaît, cette partie? L'enseignement, transmettre, accompagner, c'est quelque chose que t'aimes bien? Ouais, je pense que, surtout, c'est difficile de parler que j'aime bien
au niveau général, parce que ma relation avec eux, c'est une relation complètement différente de les relations qu'on trouve normalement. Parce que j'ai commencé avec la famille, ça fait 17 ans. Donc Carlos, il avait même pas 5 ans. Aujourd'hui, il est à 21. Donc c'est comme une extension de ma famille. Donc c'est un peu différent. Mais j'aime bien parce que j'apprends beaucoup aussi, tu vois. Parce que voilà, comme cavalier, je trouve que dans la vie de toute façon, mais comme cavalier, il faut apprendre tous les jours. Plus d'opportunités qu'il y en a d'apprendre. Je regarde Carlos, il y a des choses que j'apprends avec lui, il y a des choses que j'apprends avec les erreurs qu'on fait ensemble. Donc, ouais, ça me plaît. Eduardo, tu as quand même fait tes armes en Europe. Tu y es resté donc 5 ans, on disait tout à l'heure. Et tu y retournes encore régulièrement pour concourir, évidemment. Puis donc, tu t'es établi ici aux États-Unis. Quelles sont pour toi les spécificités de chacun de ces deux systèmes, les différences et les similitudes? Nous, ça fait une semaine qu'on est là, à Wellington. Bon, alors là, il y avait eu l'occasion de venir déjà plusieurs fois, mais j'ai été frappée quand même par la différence dans le système, dans le business, ici aux États-Unis par rapport à la France et l'Europe de manière générale. Oui, alors aujourd'hui, basiquement, ça fait 2 ans, moi, je vis en Belgique. Et je passe mes hivers ici. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que, comme on disait avec ma vie de famille, aux États-Unis, comme les distances, elles sont énormes, les concours, ils sont tous, presque tous des tournées. Donc, comme Wellington, c'est la plus grande, tu viens, il t'est 12 semaines ici, non? Puis après, si tu veux faire le haut niveau, à Calgary, qui c'est 5 semaines. Et puis, normalement, quand on va à Calgary, tu rajoutes Thunderbird, qui c'est encore 2 semaines. Donc, avec une petite semaine avant, ou je sais pas quoi, tu parles de 8 semaines qui étaient parties. Et puis, comme ça, il y en a à Kentucky, Tryon, New York, et comme ça. Alors, pour avoir une vie de famille, c'est très compliqué parce que t'es toujours parti. Il est arrivé un moment, avant quand mes enfants ils étaient très petits, c'était facile parce que tu les mets dans les valises et voilà, tu rentres, tu vas. Et puis à un moment donné où mon grand il va à l'école et déjà il a 8 ans, donc c'est pas qu'il peut partir n'importe quand. La dernière année que j'étais ici, que c'était 2019, j'ai fait 19 vols ronds Europe-Miami. Et là, il est arrivé un moment que voilà, j'ai dit à ma femme, il faut qu'on trouve une solution. Une fois, mon fils, on parlait en Skype, je sais pas quoi. Il me disait, papa, j'ai vraiment envie d'aller chez toi. Je lui dis, comment ça chez moi? Bah, chez toi, là-bas où tu vis. J'ai dit, non, chez moi, c'est là, avec toi. Donc, tu vois, pour lui, donc c'est là, on a dit, écoute, il faut changer quelque chose. Ça a été un déclic. Ouais. J'ai dit, écoute, il faut changer quelque chose. Déjà que pour moi, c'était très, très dur. Pour les enfants, tu vois, c'est pas toujours qui tu vois le dur qui c'est pour eux. Donc, j'ai dit à ma femme, OK, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, je suis allé, parce que tu vois, ici à Wellington, comme vous êtes là un peu un moment, c'est une vie très facile. Tu vois, il fait beau tout le temps. La ville, elle est jolie. Les maisons, ils sont magnifiques. Moi, je vis 5 minutes de l'écurie. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une façon de convaincre ma femme de bouger en Europe. En Belgique. Voilà. Donc, avant de lui proposer ça, je suis allé regarder des écoles, des maisons, de machin. Donc, quand je l'ai proposé the whole package. Je lui ai dit, écoute, j'ai trouvé une école magnifique, une maison que c'est à 4 minutes, un ceci, un cela. Donc, mais ma femme, elle est géniale et elle m'a dit oui, on essaye. Donc, on est parti là-bas. Donc, voilà, ça pour revenir à ta question. Le système, il est complètement différent.
Il y a, comme partout, il y a des avantages et des désavantages. Et ce que j'essaye de faire, j'ai la chance d'avoir la possibilité d'être dans les deux mondes. Donc, j'essaye de prendre les avantages des deux et essayer de rester plus loin des désavantages des deux qui c'est possible. Donc, on était en Europe l'année dernière, par exemple, entre Knock, Centaur, Lier, Bonheiden, Valkenswaard, tous ces concours, c'est à moins d'1 heure de chez moi. Donc, j'ai fait 15 semaines des concours entre ces 5-là. Et tous les jours, j'ai dormi à la maison. Donc, ça, c'est énorme pour moi. Puis, après, je reviens à Wellington pour l'hiver. Je dors à la maison aussi pendant plus ou moins 14-15 semaines. Donc, si tu prends déjà 15 semaines là-bas, plus 15 semaines ici, c'est déjà 30 semaines. Et puis, le reste de l'année, il y a quelques semaines que je fais pas du concours et quelques semaines que je voyage. Donc, j'ai une vie plus ou moins normale. Donc, pour moi, ça, c'est le plus important. Puis, les avantages aussi, j'ai un contact direct avec ce que j'aime bien dire de manufacture pour les chevaux, que c'est l'Europe. Je vais à la fabrique direct, j'achète, donc pour mon côté commercial, j'achète, j'attends au point qu'ils sont point à vendre et après je les ramène aux États-Unis, je les vends ici, qui clairement c'est un marché plus important. Donc voilà, je pense que le système il est complètement différent, mais si tu as la possibilité de toucher les deux, je pense que c'est un marché incroyable. Tu le disais, hein, on est dans un endroit paradisiaque. Ici à H5, globalement à Wellington, la vie est presque isolée du monde. C'est un peu comme ça qu'on le ressent. On a le sentiment d'être dans une bulle. Par exemple, en ce moment, il y a l'actualité, il y a la guerre en Ukraine qui arrive. Nous, ça fait 1 semaine qu'on est là et même si on essaie de regarder l'actualité, on a l'impression d'être déconnecté de cette réalité-là. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé avec Grégory Watley et qu'on aimerait aborder avec toi aujourd'hui parce qu'on t'a vu monter ainsi que Carlos la semaine dernière dans la coupe avec le brassard ukrainien, ce qui est un petit rappel quand même de ce qui se passe en dehors de cette bulle. Comment est-ce qu'on fait quand on est ici, entouré d'un tel luxe, pour garder les pieds sur terre, pour continuer à être conscient du monde qui nous entoure ? Oui, écoute, je pense que on a commencé à monter à cheval parce qu'on aime les chevaux. Les chevaux, ils savent pas combien ils coûtent et où ils dorment. Si c'est une écurie qui coûte des millions, c'est une écurie qui coûte des centimes. Les chevaux, c'est la même chose. Moi, j'essaye de garder les choses assez simples dans ma tête. J'essaye d'être bien attentive à la qualité de vie de mes chevaux et de mes enfants. Et puis, le monde, il y a aujourd'hui, comme on voit cette histoire, c'est affreux, de l'Ukraine et tout ça, mais le monde, tout le temps, même si maintenant c'est bien clair pour tout le monde ce qui se passe, il y a tout le temps beaucoup de choses mauvaises qui arrivent n'importe où. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup qu'on peut faire. Donc moi, j'essaye de faire le plus que je peux moi-même. Je pense qu'ici, chacun de nous, on essaye de faire un petit peu. On pourrait avoir un monde plus juste. Donc moi, j'essaye de faire ça de ma part et continuer et pas se mettre trop à penser dans le luxe, dans l'argent, parce que ça, c'est un truc, c'est tellement... comment on dit en français, je sais pas le mot, fake. Faux. Voilà, faux. Voilà, superficiel. Aujourd'hui, on a, demain, on n'a pas. À la fin, si on a une vie où on peut se coucher le soir tranquille, je pense que c'est ça que j'essaye de faire, d'être honnête avec moi-même, avec ma famille, avec mes chevaux, mes enfants, et essayer de faire, même si c'est un petit peu, ce qu'on peut individuellement. Qu'on essaye d'être, je pense, trop... moi, je suis pas trop réseaux sociaux, ces choses-là. Je vois des gens qui font des posts tous les jours, pro
Ukraine, ou pro contre l'abus des animaux ou contre je sais pas quoi. Mais eux, dans sa vie personnelle, ils font rien pour changer ça. Donc moi, je fais pas beaucoup de posts, mais j'essaye de changer ça dans ma vie. Donc je sais pas, tu vois, de ce que je peux. On a adopté une fille. Il y a une cavalière irlandaise qui a un programme magnifique où on peut aider des gamins en Afrique. Moi, je fais ça depuis, je sais pas, peut-être 10 ans ou 8 ans. À chaque fois que je peux faire quelque chose personnellement, mais il n'y en a pas besoin de mettre ça pour des réseaux sociaux et de faire des grands déclamations sur ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux sociaux, qui quand tu regardes, apparemment, ils sont très inquiets, mais dans la vie de tous les jours, ils font les choses pareilles que les autres. Ça ne change la vie de rien, de personne. On va revenir au sport, Eduardo. En 2016, tu as participé aux Jeux Olympiques à Rio. Est-ce que c'est un objectif pour toi de pouvoir réintégrer l'équipe brésilienne à l'occasion d'une future Olympiade? Et est-ce que c'est important pour toi de porter les couleurs du Brésil? Oui, tout à fait. Pour moi, c'était mon rêve aller aux Jeux Olympiques. Et quand j'ai su que les Jeux Olympiques étaient à Rio, j'ai mis comme but de ma carrière de faire ça parce que je me suis dit, c'est comme les cavaliers français maintenant, les prochains Jeux sont à Paris. Et je me suis dit, je suis sûr que dans ma carrière, les Jeux, ils vont pas avoir lieu au Brésil encore. Ma carrière, elle est active. Donc, je me suis mis comme but ça. Pour moi, dans l'époque, c'était très, très loin. C'est pas comme si aujourd'hui, je mets un but de encore être dans une équipe des Jeux Olympiques, même si c'est très, très difficile. Aujourd'hui, c'est quelque chose de touchable pour moi. Dans l'époque, j'étais un petit cavalier qui avait pas grand-chose. Donc, pour moi, c'était un rêve. Ça faisait quand Rio s'est passé en 2016, ça faisait 18 ans que je faisais pas du concours au Brésil. Donc, revenir chez moi dans les Jeux Olympiques, c'était vraiment quelque chose qui était dans mes rêves. J'étais très fier que j'ai pu faire. Et bien sûr, je travaille tous les jours pour être dans l'équipe du Brésil. C'est un sentiment différent de porter les drapeaux de mon pays. Et j'espère à chaque fois que je suis prêt et que je peux aider le pays, j'espère être là pour faire encore une fois. On a discuté avant de lancer l'enregistrement, on te disait qu'on avait enregistré avec Eric Navet hier et tu disais mais Eric il est incroyable. Quels sont les acteurs du sport qui t'inspirent? Ouf, il y en a tellement. Eric c'est j'ai eu la chance comme avant Wellington, donc j'ai déménagé ici en 2016. Avant ça j'étais en Californie et Eric il est devenu mon voisin. Pour moi, tu sais, quand j'étais petit, je regardais Eric Navet. Jusqu'aujourd'hui, tu le vois monter. Et c'est un truc de fou. C'est comme regarder quelqu'un jouer la musique classique. Il a une beauté de comment il fait les choses. C'est un truc vraiment que j'essaye de regarder à chaque fois que je peux. D'autres. Tu sais, comme gamin brésilien, j'ai toujours regardé Neco et Rodrigo parce que c'était vraiment pour nous un rêve de pouvoir. Moi, comme je vous ai dit, je viens d'une toute petite ville, donc j'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup de contacts avec eux quand j'étais plus petit. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir dire qu'ils sont des copains. Donc pour moi c'est magnifique de pouvoir échanger des idées avec eux. Et puis il y en a plein. J'adore dans le jour d'aujourd'hui Peder Fredriksson, c'est vraiment un homme de cheval. Et j'adore regarder comment il fait les choses. C'est quelqu'un pur. J'adore suivre son truc. Puis Scott Brash, c'est quelqu'un aussi
j'adore échanger des idées. Quand je le retrouve sur des concours, c'est un bon pote, c'est quelqu'un... Moi, j'aime pas trop... comment je peux dire? J'aime des gens qui parlent pas beaucoup, ils font beaucoup. Et je pense que ces gens-là, c'est des gens comme ça. Marlon, c'est aussi c'est un copain qui j'adore me retrouver avec lui, voir comment il fait les choses, parce que je pense que dans une époque différente, mais un peu comme un Eric Navet, lui, il a une façon très belle de se présenter. Quoi d'autre? Ici aux États-Unis, j'ai une très belle relation avec Kent Farrington. Je pense c'est un mec un peu différent de ceux qui je viens de parler. Lui, c'est vraiment il a une intelligence incroyable. Il a un regard différent parce que il vient d'une industrie complètement différente. C'est vraiment un homme d'affaires. Et j'adore discuter avec lui des idées. Il y en a tellement. Daniel Deusser. Daniel Deusser, c'est une machine destructive en piste. C'est un truc incroyable. Donc, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est les gars que je regarde. On a interviewé la moitié des cavaliers que tu as cités ici, donc on n'est pas peu fiers. Et les autres sont sur notre liste pour la suite. Ouais, c'est très bien. Peut-être pour bientôt terminer, Eduardo, on le disait, tu t'es quand même beaucoup battu, tu as eu quelques galères quand même, ça n'a pas été facile. Quel conseil ou quel mot est-ce que tu pourrais te dire à l'Eduardo de 2000, où c'était pas simple, avec le recul que tu as aujourd'hui et la vie que tu as aujourd'hui? Écoute, je pense que je reviens à ce que j'ai dit depuis le début. D'abord, il faut, quand les gens ils décident de faire ça pour sa vie, il faut faire ça parce qu'on aime les chevaux. Parce que aujourd'hui, je vois beaucoup, comme je vous ai dit, dans des pays développés comme ça, il y a des gens qui veulent le faire parce que c'est cool. On voit et c'est beau. Mais à la fin, on vit sur un dos d'un animal qui donne beaucoup. Ici, on n'aime pas le cheval. C'est une vie dure parce qu'on n'arrête jamais. Et si on n'aime pas assez les chevaux, c'est difficile de se rappeler dans des moments où c'est pas une moto ou une voiture où on met de l'essence et on va. Donc il faut toujours avoir beaucoup d'amour pour l'animal pour dire ouais, j'aimerais gagner cette épreuve, mais si mon cheval il se sent pas 100%, qu'est-ce qui c'est plus important? Donc je pense qu'on aime les chevaux, les décisions elles deviennent beaucoup plus faciles. Et puis, il faut jamais s'arrêter. Il faut jamais penser qu'il y a quelqu'un qui est mieux que nous. Il faut travailler plus dur. S'il y a quelqu'un qui est mieux, et lui, il se lève à 5 heures du matin, il faut se lever à 4 heures. Et si tu travailles tous les jours 1 ou 2 heures plus qu'eux, peut-être demain, tu vas être mieux. Je pense qu'il faut se lever à chaque échec qu'il y en a, qui sont beaucoup dans notre sport. Et je pense que c'est ça. Après, où ça va nous amener, si tu vas être champion olympique, oui ou non, on ne sait jamais. Mais si tu fais ce que tu aimes, peu importe si tu es champion olympique, c'est une très belle vie. Et je pense que c'est ça. Moi, j'ai pas commencé avec les chevaux parce que j'allais être champion olympique, parce que je savais même pas que les chevaux ils étaient dans les Jeux olympiques quand j'ai commencé. Donc, je pense qu'il faut commencer pour ça, parce qu'on adore les chevaux. Et moi, je suis mieux quand je suis avec les chevaux que quand je suis avec les gens. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé. C'est une très belle fin. Je crois que ce sera le mot de la fin. Du coup, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Eduardo. On te souhaite évidemment de réintégrer l'équipe encore au jeu. Et on nous souhaite d'être là aussi pour te voir. Magnifique. Merci les filles. Ne partez pas, encore 1 minute, j'ai une question pour vous. À la fin de cet épisode, vous l'avez entendu, on a demandé à Eduardo Meneses quels sont les cavaliers qui l'inspirent au quotidien.
À votre tour de nous dire quels sont les cavaliers, quels sont les noms, les personnalités des sports équestres qui vous inspirent, qui vous influencent, que l'on n'a pas encore enregistrés et que vous aimeriez découvrir dans un épisode I'm an Equestrian. Venez nous faire signe sur les réseaux sociaux pour nous indiquer quels sont les cavaliers que nous devrions contacter. Allez, on se retrouve dans une semaine puisque vous l'avez peut-être compris ou lu quelque part, par exemple notre newsletter. Au mois de juin, I'm an Equestrian, c'est un épisode par semaine. À très vite!